Il est 9h10 sur RCF et Radio Notre-Dame. Place au débat du jour. Louis Dauphren, savez-vous que vous êtes un influenceur ? Ah, c'est vrai ça. Ben oui, j'espère. Vous êtes actuellement en direct sur YouTube. Eh ben très bien. Et puis même par le herdien, par les ondes. Par le herdien, finalement. tout à fait. Hein, oui, je vais pas vous dire par de multiples moyens, par de multiples triches. En tout cas, sur YouTube, vous pouvez laisser vos commentaires. C'est important. Sur le chat. Voilà, par tous les moyens de canalisation, de communication aujourd'hui et de transmission de la pensée, c'est important et on est présent sur tous ces terrains. Merci Pierre-Hugues, on se retrouve demain. Je vous laisse canaliser le débat. Voilà, on va le canaliser, ça va être chaud entre Constantin de Vergennes et le père Alibert. Il est donc 9h10 et c'est parti jusqu'à 10h. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. C'est vrai qu'on a du mal à distinguer l'esprit de la Pentecôte dans le chaos des informations médiatisées qui nous emmènent à Nogent, en Haute-Marne, à Graz en Autriche, à Los Angeles en Californie. On essaiera quand même bien sûr de se poser après cette grande fête qui manifeste peut-être un rebond pour le catholicisme à la lumière de certaines statistiques, sachant qu'il y a eu des événements aussi à la Pentecôte et des mobilisations dont nous avons déjà parlé, dont on va faire le bilan. Mais c'est vrai que ce qui retient l'attention aujourd'hui, c'est l'émotion suscitée en particulier par la surveillante qui a été tuée par un collégien à Nogent. Et on va commencer par cela. Avec le père Arnaud Alibert, rédacteur en chef à La Croix. Bonjour père. Bonjour. Et Constantin de Vergennes, journaliste à France Catholique. Bonjour Constantin. Bonjour. Le ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a annoncé avoir demandé une minute de silence dans tous les établissements scolaires à midi, tout à l'heure, en hommage à la surveillante donc, qui a été tuée par un collégien mardi à Nogent, en Haute-Marne. C'est vraiment toute la communauté éducative qui est sous le choc et la nation tout entière. On essaie d'aborder aussi la question des solutions et ce n'est pas si simple. Restrictions sur les réseaux sociaux et les ventes de couteaux. C'est l'une des propositions qui a été formulée, mais est-ce que la question n'est pas un petit peu plus profonde et ne nous interpelle pas plus davantage et sur les questions peut-être éducatives, sur le rapport à la violence endémique peut-être dans notre société, Père Alibert? Oui, bon, je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de prendre la mesure du drame. Donc ça, les hommes politiques l'ont fait, les personnels de l'éducation, il y a eu des reportages aussi sur la population. On voit bien que Nogent, c'est pas une cité urbaine livrée au trafic, c'est un bourg. Voilà, un bourg de la France tel qu'on l'en aime, tel qu'on la pense pacifique, tranquille, sans danger. Et donc là, sur ce lieu-là, un événement absolument imprévisible, incroyable, hors norme, qui vient frapper une jeune femme qui a un enfant de 4 ans ou de 3 ans, je ne sais plus. Bref, donc un drame absolu. Alors il faut au cœur de ce sujet-là, d'abord être en proximité la plus grande avec la population. Et ensuite vient tout de suite, évidemment, la dimension politique et même sociale, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que les politiques peuvent faire, qu'est-ce que les parents peuvent faire, qu'est-ce que la communauté éducative, en fait, tout le monde, pour faire en sorte que l'école soit un lieu de vie et pas un lieu de mort. Ça, c'était la grande question qui nous est posée. Je vous pose tout de suite la question en tant que rédacteur en chef. Qu'est-ce qu'un fait divers et qu'est-ce qu'un fait de société? Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Est-ce qu'il y a une déclinaison automatique? Est-ce qu'aujourd'hui, on est condamné à interpréter aussi ce qui relève du fait divers, diront certains, ce qui relève du fait de société, diront d'autres? Mais le passage du fait divers au fait de société, c'est un passage à l'échelle. C'est aussi quand le fait divers s'inscrit dans un système de compréhension de signification ou d'interrogation. C'est-à-dire que, et encore, un fait divers qui est vraiment du petit fait divers, même s'il se multipliait 1000 fois, par exemple, des jeunes qui font la fête, ça tourne mal. Voilà, c'est pas tellement la jeunesse qui sera en question, mais ça serait vraiment la question du vivre ensemble, de faire la fête, de la joie, comment on se donne les moyens de la joie. Donc là, clairement, on est dans une autre perspective, on est dans celui du crime et du deuil. Et là ce n'est pas un fait divers, c'est un fait qui s'inscrit dans une interrogation que la société française se pose. Sommes-nous violents? Et sommes-nous violents plus qu'avant? Avec cette question qui interroge tout le monde ce matin, c'est statistiquement
il semblerait que la violence soit moindre, mais que quand elle s'exprime, elle soit plus dure et plus meurtrière. Ce qui fait que, en fait, on est dans un cadre extrêmement difficile de réflexion, d'autant plus que les statistiques se mettent en place et que donc mécaniquement, parce que les statistiques au ministère de l'Intérieur depuis 20 ans se mettent en place, il y a un effet de hausse du chiffre, mais qui est lié tout simplement au fait qu'avant, la réalité était soit pas comptabilisée, soit mal comptabilisée. Donc, concrètement, si on essaie de voir et de savoir si on aime vivre ensemble, parce que je crois que c'est la question qui est aussi derrière, aujourd'hui, on est dans la difficulté, donc c'est pour ça que les propos tâtonnent. Et bon, après, on va en venir sur la question de la réponse politique, mais la réponse politique, elle est pour l'instant à la fois, elle fait ce qu'elle peut, mais elle est d'une certaine manière assez indigente. Constantin de Vergennes, sur ce point. Oui, c'est vrai que les politiques ont presque le pire rôle, qui est celui de devoir répondre à une attente de la population qui leur demande quasiment d'arrêter immédiatement tous ces faits de société et tous ces drames. Effectivement, les réponses ne peuvent paraître que dérisoires, mais en même temps, il faut que les réponses se mettent en place. On attend parfois que les politiques sortent d'une baguette magique, la solution qui permette d'arrêter toutes les attaques au couteau. On va dire l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, c'est pas assez. Les politiques de sécurité, c'est pas assez. Il faut replacer ça effectivement dans un contexte global qui est assez trouble et qui peut même faire peur, parce que pour moi tout cela, ce fait de société relève de l'absurde, l'absurde au sens quasiment comme l'entendait Albert Camus, qui est cette dualité entre le cri de l'homme et le silence de la société et l'absence d'espérance. Et ces jeunes qui se mettent à faire n'importe quoi, et on voit ça depuis des mois et des mois. Effectivement, on est passé de faits divers, d'attaques au couteau, à des vrais faits société, puisque c'est un schéma qui se répète de plus en plus. Il faut donc, me semble-t-il, que les politiques mettent en place une réponse globale, mais ça n'appartient pas qu'à eux. Il n'y a pas que les politiques qui doivent se saisir de ce sujet. Il y a tous les éducateurs, tous les parents et tous les Français doivent, à leur échelle, il me semble, faire en sorte de réparer cette société. Un adolescent de 14 ans sans antécédent judiciaire, le caractère détectable, prévisible de ce genre d'acte est quasiment impossible à instaurer. On imagine mal comment on pourrait sonder psychologiquement quelqu'un dans l'anticipation du passage à l'acte. Donc je vois pas, à part les portiques, mais les portiques ne sont pas souverains en la matière, parce qu'il y a les couteaux en céramique par exemple qui passent pas dans les portiques, enfin qui peuvent ne pas être détectés. On imagine bien que la réponse peut pas être juste de mettre des systèmes experts, des systèmes de blocage, et qu'il y a une autre réponse qui doit être apportée. On ne sait pas trop laquelle, et les politiques ne l'ont peut-être pas d'ailleurs, cette réponse. Oui, vous avez raison de noter que on peut faire des choses sur le plan technique, mais que ça résout pas tout. La question des portiques, des fouilles. On a noté, nous, dans notre journal, qu'entre le 26 mars et le 23 mai, il y a eu plus de 6000 opérations de contrôle. Il y a eu 186 couteaux qui ont été confisqués. Donc, voilà, ces 186 couteaux n'auraient pas fait 186 homicides. Ce qui est derrière, est-ce que souligne Yazid Kerfi, qui est un consultant en prévention urbaine que nous avons interrogé, c'est pourquoi les jeunes mettent dans leur sac un couteau. Alors, il y a le malaise de l'adolescence, peut-être le modèle d'identification du caïd qui fait peut-être plus envie, qui est peut-être plus modélisant que le jeune père de famille qui va bien, qui va tranquillement au travail et qui revient le soir. Bon, donc il y a sans doute un schéma social, une promesse sociale qui est défaillante, et donc qui fait que les jeunes vont s'identifier à des comportements qui sont plus qu'à la marge, parce qu'en l'occurrence c'est criminel. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pourquoi quand on met un couteau dans son sac, c'est parce qu'on se sent menacé. C'est-à-dire, c'est pas tellement parce qu'on veut s'identifier à un caïd, mais c'est parce qu'on se sentirait menacé par d'autres en disant on sait jamais ce qui peut m'arriver. Ce qui veut dire deux choses. Un, la crainte de ses congénères ou de l'extérieur de l'école, ou deuxièmement, ou alors
la pensée que les adultes aujourd'hui ne défendent plus. C'est-à-dire que les adultes sont dans un système d'adultes qui n'écoutent pas l'adolescence en train de se vivre. Ce qui veut dire, voyez bien, que, comme le dirait Jean-Marie Petitclerc, pour éduquer un jeune, il faut que tout le monde parle le même langage, les adultes, les enseignants et la société. J'ai entendu un témoignage. Constantin, allez-y, puis je vous ferai part du témoignage. Est-ce que ça ne relève pas aussi plus profondément d'une forme de crise de l'autorité, où l'autorité est niée? Il y a quand même le climat général d'une relative impunité, en tout cas dans les grands événements médiatiques. On peut penser par exemple, alors même si on est bien loin, je reconnais, de nos gens, ce qui s'est passé avec la soirée de victoire du PSG, tous les articles qui ont donné la liste des condamnations de toutes ces personnes qui ont cassé dans Paris. Et c'est vrai que les condamnations étaient plus que légères, c'était du sursis, 500 € d'amende, parfois un stage de citoyenneté. Donc on voit que tout ça peut-être installe un climat qui envoie le message que finalement la justice, en cas de débordement, en cas de crime, la justice ne va pas frapper sévèrement. En plus de ça, ce double, je pense, en tout cas quand on discute avec les éducateurs et les professeurs, beaucoup parlent d'une génération susceptible, où ils disent on a face à nous des jeunes qui sont structurellement, fondamentalement dans une logique de rébellion vis-à-vis de l'autorité, et tout exercice de l'autorité est perçu comme un empiètement sur sa vie ou comme un acte de violence. Quand une surveillante demande de fouiller un sac, comme ça vient de se passer, c'est perçu comme un acte de violence, et auquel cas le jeune se retrouve, selon lui, quasiment dans une situation d'autodéfense où il va sortir son couteau. Là aussi, c'est complètement absurde, pour tuer cette personne. Je pense que ça, on arrive aussi à la conséquence ultime d'une société totalement individualiste et façonnée. Également, je pense, dans une certaine mesure, le père Alibert en a parlé, par le modèle du caïd. Je pense qu'un jour, il faudra ne plus faire l'économie j'allais dire presque de l'étude de texte et de l'incidence de la culture urbaine, notamment de la musique urbaine, parce qu'il faut vraiment écouter ça. Il y a peut-être beaucoup d'auditeurs dont les enfants ou les petits-enfants écoutent ce genre de musique et qui n'écoutent pas vraiment les paroles. Il faut vraiment écouter les musiques qui sont les plus diffusées, les plus streamées en France, pour vraiment écouter les paroles qui sont dites, qui sont toujours des paroles extrêmement violentes, où la violence est vraiment glorifiée, et c'est effectivement le modèle du caïd. Donc vous mélangez tout ça, et on arrive, me semble-t-il, à des situations absurdes comme cela. Père Alibert. Ouais, je peux pas être contre, évidemment, ce que vous dites. J'ai quand même été marqué par la prise de parole de la sénatrice de la Haute-Marne, alors là, qu'elle me pardonne, j'ai oublié son nom, mais qui parlait de la culture violente, la culture de violence du monde virtuel. Et avec cette idée que quand on joue un jeu vidéo, on peut mourir et revivre. Sauf que là, la jeune Mélanie, elle va pas revivre, elle. Et moi, je suis quand même aussi frappé, au-delà de ce qu'on peut entendre dans la musique urbaine, c'est les jeux vidéo qui sont dans toutes les bonnes familles. En fait, ça n'a rien d'urbain. Ça peut être tout à fait même les CSP+, où en fait, il y a des armes, et en fait, le jeune ado passe 1h30, si c'est pas plus, avec d'autres, attaquer. Alors c'est une citadelle du Moyen-Âge, ou alors c'est un entrepôt au bord de la Tamise à Londres, mais en tout cas, il y a à la fois, il meurt plusieurs fois dans le jeu et il tue plusieurs personnes. Donc là, ça renvoie à ce fait auquel on est confronté dans les médias, c'est que ce qui flatte les bas instincts de l'être humain et ce qui le fait réagir le plus. Et donc, commercialement, un jeu vidéo qui joue avec la mort, a plus de sens que si, au lieu d'avoir des Kalachnikov, ils avaient une corbeille à recueillir les fruits dans un verger, ce qui pourrait avoir le même suspense. Mais évidemment, ça produit moins de réactions marketing. Comment, dans nos informations, quand on annonce une mauvaise nouvelle, en fait, on est plus suivi que quand on annonce une bonne nouvelle. C'est tout ça qui est particulièrement problématique, et qui fait qu'il y a une forme de fatalité culturelle. Alors c'est dur de le dire, mais ça donne une fatalité culturelle, la dimension de l'enjeu, qui est de dire, en fait, comment, dans ce climat-là, dans cette culture-là, avec tous les courants
sous-jacents qui sont en jeu. Comment on va pouvoir faire réémerger la culture du vivre ensemble, le choix de la vie, l'idée que en fait il faut prendre sur soi pour que l'autre existe et l'autre existant, moi-même je puisse exister, me développer et m'épanouir. Enfin, vous voyez bien que c'est une forme un réenchantement en fait du quotidien à mettre en place. Je pense que c'est ça qui est en jeu. J'entendais sur une autre antenne donc le témoignage suivant de mémoire, puisque les contrôles de sac étaient prévus de longue date conjointement avec la gendarmerie dans le cadre de la circulaire Retailleau-Borne, c'est ce qu'a précisé le rectorat. Des contrôles aléatoires mis en place après une rixe en mars qui avait provoqué la mort d'un jeune devant un lycée dans l'Essonne. Et quelqu'un semblait dire oui, mais d'une certaine façon, si on n'avait pas fait le contrôle, il n'y aurait pas eu le coup de couteau. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas est-ce qu'on n'est pas dans une spirale, une sorte de spirale sécuritaire qui fait que plus je contrôle, plus je crée les conditions du passage à l'acte. Alors je ne justifie pas du tout, ni n'explique pas. J'étais étonné par ce témoignage-là parce que ça semblait dire que c'était la gendarmerie qui était à l'origine de ce qui s'est passé. C'est évidemment pas le cas. C'est une des questions qui est posée. Et puis est-ce que c'était à cette surveillante de pratiquer le contrôle des sacs aussi? Dans le cas de Mélanie, je pense qu'elle n'était pas en train de contrôler le sac. C'est voilà. C'était pas elle, mais elle était à côté. Est-ce qu'elle devait être là? C'était la question. C'est ce que l'enquête va dire, mais c'est vrai que là il y a une énigme. On n'ose même pas la formuler, mais vous l'avez fait, donc j'emboîte le pas. C'est dans quelle mesure un dispositif de sécurité, parce que là il y avait les gendarmes, ailleurs il peut y avoir d'autres éléments, dans quelle mesure un dispositif de sécurité en fait peut provoquer, selon certaines psychologies, une réaction non pas de se sentir en sécurité, mais en état de menace, et donc déclencher une réaction folle, parce que là, franchement, on est dans l'ordre de la folie, de l'irrationnel complet, qui fait qu'il y a un passage à l'acte. Et parce que ce cas-là, c'est pas le seul, en fait. Souvent, les sociologues l'ont identifié, en fait. C'est étudié, ce phénomène. Donc, ça pose problème. Est-ce qu'on peut relier Graz, ce qui s'est passé, la tuerie dans une école, à ce qui s'est passé à Nogent? Est-ce que vous voyez un lien entre les deux? Constantin de Vergennes? Déjà, dans la forme, la proportion n'est pas la même, ça reste un drame dans les deux cas. Il y a le cadre scolaire. Oui, il y a le cadre scolaire. L'Autriche me semble quasiment presque une imitation, enfin quasiment une imitation macabre de ce qu'on voit assez régulièrement, hélas, aux États-Unis, à savoir les fusillades dans les lycées. J'ai vu que l'auteur de la fusillade s'était suicidé à la fin, qu'on ne connaissait pas ses motivations. Bon, je sais pas, je pense que c'est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Oui. Je pense qu'on revient, je vais revenir au mantra de l'absurde et d'une société qui ne propose plus rien. Néanmoins, je pense que ni en Autriche, en tout cas, ou à Nogent non plus, il ne faut pas s'habituer, parce que quand on lit les réactions, il y a quand même une musique qui est un peu curieuse, dont le discours que vous faisiez sur teniez sur les portiques, vous relatiez sur les portiques participe peut-être un peu, ou ceux qui disent que la question des couteaux est une question de santé mentale. Il y a presque maintenant dans le discours, tellement on s'habitue, cette idée... Je vous interromps, Constantin. Vous allez reprendre votre idée, c'est promis, juste après les infos. Il nous reste à peu près 10 secondes. Gardez-la bien en tête. Et puis, juste après, Antoine Galen et les infos reprend le débat du jour. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du pape, chaque mercredi à 14h et 18h30, retrouvez l'essentiel de l'audience du pape sur la place Saint-Pierre. Toutes les assurances se valent, me direz-vous? Eh bien non. La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif. Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 € à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget. Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel. Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site. Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet
à Paris dans le 14e ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup. À 9h30, un point sur l'info. Antoine Galen, bonjour. Bonjour Louis, bonjour à tous. Une bombe artisanale retrouvée au domicile du jeune Autrichien auteur de la fusillade à Graz ce mardi. 10 personnes sont mortes, dont l'auteur présumé des coups de feu. Le chancelier autrichien Christian Stocker a décrété 3 jours de deuil national. Le gouverneur républicain du Texas annonce déployer la garde nationale dans l'État du sud des États-Unis. Un couvre-feu est en vigueur à Los Angeles. Décision de la maire de la ville pour mettre fin aux troubles après 5 jours de manifestations hostiles à la politique migratoire de Donald Trump. Le président américain souhaite déployer 700 marines en plus des 4000 réservistes. Face aux visées expansionnistes de Donald Trump, Emmanuel Macron affirme qu'il se rendra ce dimanche en visite officielle au Groenland, territoire autonome du Danemark, convoité par le président américain. Un déplacement pour éviter toute prédation et toute menace, selon le président français. Sidération à Nogent après le meurtre d'une surveillante d'un collège. L'auteur des coups de couteau est un élève de 14 ans. Il a été interpellé et placé en garde à vue. L'exécutif promet de s'attaquer au fléau des armes blanches en interdisant en partie leur vente aux mineurs. C'est un record, près d'1,3 million de personnes ont été forcées de fuir les violences des gangs en Haïti. Une augmentation de 24% depuis décembre 2024 selon l'Organisation internationale pour les migrations. Deuxième soirée de violence en Irlande du Nord. Les manifestants font face aux forces de l'ordre à Ballymena, cette ville au nord de Belfast. Après l'inculpation de 2 adolescents suspectés de tentative de viol, des émeutiers ont pris pour cible des familles roumaines lors de plusieurs attaques racistes. Des habitations ont été incendiées par des hommes cagoulés. 15 policiers sont aussi blessés. Merci Antoine Galen. Prochain point à 10h. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Sidération, vous l'avez entendu, et c'est vrai que c'est à partir de ce sentiment que l'on ressent tous que nous parlons de la surveillante tuée par un collégien à Nogent, de la tuerie de Graz avec Constantin de Vergennes et le père Arnaud Alibert, respectivement journaliste à France Catholique et rédacteur en chef à La Croix. Constantin, je vous avais arrêté justement dans votre argumentation à propos de la tuerie de Graz et le traitement médiatique sur lequel vous étiez. Oui, dans une partie de la classe médiatique, on entend cette double idée, à savoir que, c'est tout ce qui a trait à une politique de près ou de loin, une politique répressive de contrôle qui pourrait susciter ce genre de drame. Et que c'est avant tout une question, c'est surtout le terme qui est repris, de santé mentale des adolescents. Ce qui est un peu troublant, il me semble, c'est que dans cette rhétorique, il y a presque l'idée selon laquelle l'attaque au couteau serait finalement la pente naturelle de toute tendance dépressive ou de mal-être. Et pour moi, cela vraiment procède d'une forme de relativisation, en tout cas de banalisation. Si un jeune va mal aujourd'hui, c'est normal qu'il sorte un couteau. Alors ce qui est inquiétant, si on tient ce genre de discours, honnêtement. Mais oui, mais quand vous écoutez, quand vous lisez les articles, finalement, je pense que c'est presque naturel. C'est-à-dire que ça survient maintenant de plus en plus tellement normalement que presque à notre insu, un peu comme de la pâte à modeler, on se fait complètement modeler par ces faits divers, par ces faits de société, et ça paraît normal que les jeunes se baladent avec un couteau et que finalement le but c'est pas tellement d'empêcher les jeunes de porter un couteau et surtout de comprendre les raisons profondes de cela, c'est presque normal qu'ils en aient un dans le sac à dos. Il faut juste qu'ils aillent bien pour pas qu'ils le sortent et pas qu'ils poignardent leurs camarades. Et donc il faut changer de vision là-dessus. Sur Graz, vous préférez attendre un petit peu les conclusions qu'on pourra éventuellement tirer de ce genre de faits divers là aussi, mais qui nous rappellent un peu ce qui se passe aux États-Unis, comme s'il y avait un petit peu une symétrie ou un phénomène d'imitation. Oui, en fait, sur le plan journalistique, comment traiter en parallèle ces deux informations. Le parallèle est lié à la date, donc c'était hier, et le contexte, une école. Mais tout le reste sépare les deux événements. C'est-à-dire que là, on ne peut pas en faire, comme on disait tout à l'heure, un fait de civilisationnel, puisque dans le cas de Graz, donc cette ville en Autriche, c'est un jeune homme de 21 ans qui est revenu sur le lieu de son lycée, qui n'est donc
qui n'était plus son lycée. Donc là, on apprend qu'il y avait une bombe chez lui en préparation. Donc on est dans une forme une paranoïa, le solitaire. Je sais pas, là, on peut pas parler. Il s'agit pas d'un enfant qui va à l'école avec un couteau, comme c'est le cas de ce jeune homme dont la presse ne dit pas encore le nom pour le protéger sa famille. Donc on ne sait pas qui c'est, mais c'est le jeune de nos gens. C'était un jeune qui allait à l'école, qui était intégré dans l'école, qui était référent harcèlement, c'est-à-dire que on avait là un jeune qui sans doute lui-même était dans une tension intérieure extrême entre le bien qu'il voulait faire en étant le référent harcèlement, sans doute avec ce petit retour narcissique qui est important pour les ados, dire ben voilà, je suis quelqu'un qui compte, la structure me forme pour être celui qui peut parler pour les faibles, auprès des faibles, etc. Donc quand je dis faible, je veux dire ceux qui ont été touchés, affectés par le harcèlement. Donc il y avait tout un dispositif qui pour lui ouvrait une vie extrêmement riche, donc comme une forme d'engagement social dès l'âge de 15 ans. Donc c'est une chance incroyable. Donc une ligne de vie très forte, et puis une ligne de mort qui a envahi son imaginaire, qui fait qu'il met un couteau dans son sac et il va poignarder. Donc là, on est dans l'absurde, et c'est pour ça que je faisais tout à l'heure référence à Jean-Marie Petitclerc dans La Pensée, donc, que nous connaissons tous, mais qui dit vraiment pour l'éducation d'une nation, il faut que tout le monde parle le même langage, c'est-à-dire les parents, la structure éducative et la société, donc sur le respect à autrui, sur le fait que on se fait pas justice soi-même, que seul l'État a le monopole de la violence, ce qui veut dire que l'État lui-même doit se montrer à la hauteur de ce privilège qu'on lui accorde d'être le seul à avoir le monopole des armes, du port de l'arme, etc., etc. Donc c'est vraiment tout un élément qui, enfin, je sais pas, un débat civilisationnel. Et de l'ordre de l'éducation. De l'éducation, mais peut-être il faut rétroagir, c'est-à-dire ne pas laisser à l'adolescence tout le poids de l'effort éducatif à vivre. C'est-à-dire que nous aussi, adultes, on doit réexaminer nos propos, réexaminer nos comportements, de manière à ce que on puisse entendre que les ados disent: dans ce monde d'adulte, on reconnaît pas notre place, on se sent en danger, on se sent pas écouté, et voilà. Un homme, ça s'empêche, hein, c'est quand même le propre de l'éducation. Un ado aussi, normalement, si les choses sont à peu près bien faites, mais il y a un caractère, c'est vrai, imprévisible. Il y a aussi des souffrances enfouies qui ne sont pas détectables. En tout cas, le passage à l'acte reste mystérieux. Peut-être que l'enquête nous en dira davantage. Je vous propose de passer à ce qui se passe à Los Angeles. Passer à ce qui se passe, pardonnez-moi, cette allitération S. Un couvre-feu qui est entré en vigueur hier soir dans le centre de Los Angeles, avec des magasins qui ont été pillés, des actes de vandalisme importants. La nuit dernière, 23 commerces ont été pillés. Je pense que si vous traversez le centre-ville de Los Angeles, les graffitis sont omniprésents et ont causé des dommages importants au commerce et un certain nombre de propriétés. C'est ce qu'a indiqué la maire démocrate de la ville, Karen Bass. Alors, ce qui se passe dans la ville californienne nous intrigue quelque peu, parce qu'il y a une forme de scénario spectaculaire qui rappelle aussi d'ailleurs certaines émeutes déjà survenues aux États-Unis sur la question migratoire. Et là, Donald Trump se retrouve en but, en quelque sorte, avec une forme de résistance ou d'agitation propagande, diront certains, sur la question migratoire. Qu'en pensez-vous, Constantin de Vergennes, ou de harcèlement à l'égard de la politique voulue par le président américain? Il me semble d'abord qu'il faut remettre un peu tous les épisodes dans l'ordre, parce qu'effectivement les images sont assez impressionnantes. Il faut rappeler que au début, tout part d'une décision politique que l'on peut contester évidemment sur un point de vue moral, mais qui est une décision légale, légitime, qui est l'État américain qui décide d'appliquer de manière assez drastique une politique anti-immigrés illégaux, notamment dans la ville de Los Angeles, qui est ce qu'on appelle une ville sanctuaire, c'est-à-dire une ville qui assume de ne pas être regardante vis-à-vis du statut légaux des différents immigrés. C'est à la suite de cette décision de l'État américain que des protestations, que des manifestations sont apparues dans une réaction violente. Alors on a beaucoup glosé sur l'envoi de la garde nationale par Trump pour savoir si c'était légal ou pas, mais ça c'est presque un débat, j'allais dire, interaméricain. Je pense que la leçon qu'il faut retirer, c'est que
on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe si on ne garde pas en tête que pour Donald Trump, tout est politique. C'est un homme de télévision, un homme d'entertainment, diraient les Américains, où il couple vraiment sa vision politique concrète et la vision politique de communication. Et pour lui, les deux se rejoignent, et face à des manifestations violentes avec des drapeaux étrangers, des mouvements d'extrême gauche, et bien pour lui, ça sert à la fois son intérêt politique d'apporter une réponse extrêmement violente avec le maintien de l'ordre, et en même temps, ça suit pour lui un but politique tout à fait logique. Donc les deux s'alignent. Donc c'est pour ça que ça paraît tout à fait naturel. Je rajouterais également, ça c'est quelque chose qu'on entend assez peu, quand on écoute un petit peu les médias démocrates aux États-Unis, il y a certaines voix, dissonantes dans le camp démocrate, qui se désolent en fait du spectacle et qui s'adresse aux manifestants en leur disant mais arrêtez, parce que vous faites en sorte que ce qu'a annoncé Donald Trump se réalise. Vous vous souvenez peut-être que dans les meetings de Donald Trump, une partie de ces meetings, de sa rhétorique politique, consistait à désigner un ennemi de l'intérieur, dire les États-Unis sont infestés d'anti-américains et d'étrangers qui veulent casser le modèle américain et même casser les biens américains. Et c'est ce que disaient certains commentateurs démocrates, j'ai mis dans les images, que voit la masse des Américains? Eh bien, ils voient des foules avec des drapeaux étrangers qui s'attaquent à des bâtiments fédéraux, qui s'attaquent à des commerces et qui finalement valident le diagnostic de Donald Trump. Père Alibert. Oui, alors je suis assez d'accord, mais j'ai envie de débattre avec vous sur un autre point, c'est-à-dire que d'où vient la violence en fait? On voit la violence s'exprimer, qui est consécutive à l'arrivée des Marines, qui est consécutive à des manifestations, qui était consécutive à une politique elle-même violente, sous prétexte de situation d'urgence. C'est-à-dire qu'on a une séquence où la violence entraîne la violence. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est un petit peu la même mécanique. Voilà. Et ce qui était troublant, parce que tout à l'heure, on le disait à propos de la présence, est-ce que c'est la présence des gendarmes qui a insécurisé le jeune au point qu'il commette son acte fou de tuer la surveillante? Et encore une fois, ce n'est pas une question d'attribution de responsabilité non, dans donc cette c'était vraiment affirmation. dans un élément d'essayer d'analyser les signifiants, quoi. Les ressorts. Ouais, ou les ressorts. Là, c'est beaucoup plus classique. On a en fait un Trump qui est violent et qui voit apparaître la violence. Mais en fait, il scénarise la violence en permanence. Juste quelques éléments. Il y a eu, vous vous souvenez, il y a 4 ans, 5 ans, le 6 janvier 2020, le coup de force du Capitole, il a gracié les condamnés. Il met, depuis le premier jour de sa présidence, en cause les juges. Il a dit « je serai dictateur un jour ». Il a dit je vais être dictateur le premier jour, hein, c'est quand il était en campagne, pour pouvoir ensuite avancer. Donc c'est un homme qui quand on dit dictateur, maintenant il est président élu. Oui, mais quand on dit dictateur, ça veut dire que les contre-pouvoirs, c'est-à-dire ceux qui pourraient juguler une violence de la part du décideur, n'existe pas, parce qu'on est dictateur, on fait ce que l'on veut. Donc il a symboliquement annoncé qu'il était en capacité, parce qu'il avait été élu, de transgresser toutes les règles de l'organisation de la force dans une société. Or, c'est faire porter au suffrage universel une mission qu'il n'a pas. Le suffrage universel ne donne pas la possibilité à la personne élue de faire ce qu'elle veut. Elle confie les clés du camion en disant « tu conduis la maison, tu conduis le camion si vous voulez, pour aller d'un point A à un point B ». Donc on l'a vu encore, la violence de Trump quand dans son art du yo-yo avec les droits de douane, où un jour c'est 100, l'autre jour c'est 150, après c'est 80, c'est 5, c'est 8. Il fait ce qui... Ça, alors vous allez me dire, c'est des pourcentages de droits de douane, mais c'est dans la pratique politique, c'est extrêmement violent. J'ai un stylo et je mets le chiffre que je veux en face de la ligne. Voilà. Donc on a une administration de Trump qui aujourd'hui, alors voilà, sur le mode de la télévision, gère le pays à grands coups de coups politiques, de coups médiatiques,
eh bien, ça produit en fait un désarroi des autorités. Ça produit aussi une invalidation des corps intermédiaires. Le gouverneur de Californie, qui a quand même normalement tous les moyens pour gérer ce genre de situation, voilà. Je pense que dire que les États-Unis sont entrés dans une ère chaotique, tout le monde le dit, en fait on le voit. Management vertical et brutal. Constantin de Vergennes, est-ce que c'est votre avis ? Non, j'apporterai peut-être quelques nuances. D'abord, effectivement, sur l'aspect du suffrage universel, plus largement de l'élection, on arrive un peu dans la zone grise. Savoir quand on porte quelqu'un au pouvoir, je dirais jusqu'où on le porte au pouvoir. Donald Trump dit, finalement, je ne fais qu'appliquer ce pourquoi j'ai été élu, ce que j'entends en meeting, ce que les Américains ont voulu que je fasse. D'autre part, il semble que pour l'instant, il n'est rien commis d'illégal en termes d'envoi de la force, même si c'est inhabituel, que ça s'est pas vu depuis plusieurs dizaines d'années. Le procureur fédéral mène une enquête contre lui, c'est quand même assez inouï. Bien sûr, il y a un sujet. C'est sûr, mais c'est vrai que toutes les 6 heures, on a effectivement un tel cour d'appel, tel juge fédéral qui va rendre un avis. Donc là, il faut laisser les choses se décanter, mais peut-être effectivement découvrira-t-on que tout cela est illégal. Fondamentalement, l'idée, c'est vrai que l'idée profonde, c'est est-ce que c'est le maintien de l'ordre qui génère la violence. La question est complexe, mais en dernier recours, à titre personnel, je ne suis pas choqué quand un chef d'État décide de restaurer l'ordre. Ça dépend bien sûr à quel prix, mais on le voit en France dans les différentes manifestations, lorsque les CRS interviennent en fin de cortège contre les Black Blocs, par exemple, notamment, c'est des images extrêmement violentes et la garde nationale américaine n'a rien à envier au CRS français. Père Arnaud Alibert. Juste un mot. Bon, je pense que c'est différent entre une manifestation et l'état d'une société où il y a des personnes en situation illégale. Là, on doit quand même poser la question de l'efficacité d'une politique qui dit nous allons renvoyer les illégaux, parce que c'est un discours qui se propage et dont tout le monde sait que c'est absolument inefficace et impossible. Il faudrait une quantité de forces de l'ordre pour chaque personne en situation illégale reconduite de force à la frontière. C'est absolument ingérable. Là, c'est vraiment la pensée magique. C'est alimenter les bas instincts, les fantasmes de pureté d'une société, alors que nos sociétés n'ont jamais été pures, elles sont toujours composées avec leurs différentes populations qui les font vivre. Donc là, Trump a annoncé dans un discours « je vais renvoyer ». Il n'y arrivera pas, il ne peut pas y arriver, ça n'arrive nulle part. Et résultat, cette politique provoque en elle-même ces émeutes qui provoquent les dégradations, qui provoquent la dégradation donc des biens, le malaise des gens. Du coup, comme on l'a dit, et vous le disiez très bien, ça alimente d'une certaine manière l'idée que ces personnes-là sont anti-américaines. Et voilà. Et donc, effectivement, la prophétie s'autoréalise. Mais il faudrait une réponse à la Gandhi, alors, en fait, de la part des défenseurs des migrants, en fait, Père Alibert. C'est une réponse de la non-violence pour désarmer la violence. Ça serait la seule solution possible. Oui, mais enfin... Parce que sinon, vous êtes dans une spirale où chacun se renvoie la responsabilité de la cause de l'événement. De toute façon, c'est ça qui est terrible. Oui, je pense que... Je ne sais pas. Il faut apprendre à vivre ensemble. Mais oui. Constantin de Vergennes, dernière réflexion, après on passe à la Pentecôte parce qu'on s'est dit qu'on se réservait du temps là-dessus. Je pense qu'il y a quand même des groupes qui n'attendent que ça et qui prennent prétexte de n'importe quoi. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est cette décision de Donald Trump d'appliquer ces règles anti-immigration sur la ville sanctuaire de Los Angeles, c'est un peu peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder un vase, mais un vase qui était déjà plein, qui était déjà prémédité, qui était beaucoup de groupes d'extrême gauche, mais vraiment sur le même modèle qu'en France. Aujourd'hui, à Los Angeles, c'est en train de se propager. J'ai vu au Texas il y a quelques heures, il y a des groupes d'agitateurs anti-Trump qui n'attendent que ça, et c'est exactement sur le même modèle qu'en France, où qu'importe la manifestation, que ce soit contre la loi travail à l'époque, ou plutôt pour le 1er mai, il y a des groupes qui viennent en France, de toute l'Europe, aux États-Unis, de tous les États-Unis, qui viennent spécifiquement pour casser, parce qu'ils sont dans une optique révolutionnaire, au sens vraiment
je vais dire, authentique du terme, à savoir provoquer le chaos pour provoquer plus largement un effondrement de la société telle qu'il la conteste et permettre d'advenir une société alternative. Donc c'est aussi cela contre lesquels se battent ou plutôt agissent les forces de l'ordre américaines. Le Texas qui a effectivement déployé des réservistes de la garde nationale dans un contexte de mouvement de contestation des expulsions de sans-papiers. Ça se passe donc aussi au Texas. On verra comment cet événement évolue. Je vous propose de consacrer nos derniers instants à la Pentecôte, à l'esprit de la Pentecôte qui, comme je le disais au départ, a bien du mal peut-être à souffler ou à arriver sur les têtes de ceux qui font l'actualité. Alors toute l'actualité ne résume pas la vie, et heureusement, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, Père Alibert, on parle des choses qui vont mal et pas forcément des choses qui vont bien. Néanmoins, il y a peut-être la possibilité d'analyser cette Pentecôte 2025 à l'aune de certains événements qu'on a déjà commentés, c'est-à-dire le rebond, le surcroît de catéchumènes, la tendance qui nous amène à penser qu'il y a peut-être des signes de rebond du catholicisme en France, et puis d'une manière générale, comment ce week-end de Pentecôte qui a été dominé par le pèlerinage de Chartres et une polémique qui l'a précédé, a-t-il pu peut-être être l'objet de commentaires pour savoir finalement la leçon qu'il faut tirer de cet événement. Père Alibert, quelle est la leçon que vous tirez de ce week-end de Pentecôte? Donc d'abord, grâce soit rendue aux médias chrétiens de faire valoir aussi des bonnes nouvelles et de dire ça fait partie du monde tel que l'on vit. Donc nous avons vécu un week-end de Pentecôte qui était particulièrement beau. Vous avez dit marqué par le pèlerinage de Chartres, 19 000 personnes, mais on aurait pu dire marqué par le grand rassemblement à Toulouse de 15 000 personnes qui a vu 1000 adultes être confirmés. On aurait pu parler du rassemblement de Créteil qui a eu lieu hier et qui a rassemblé entre 4 et 6 000 personnes dans la journée, plus de 2 000 personnes à la messe, etc., etc. Donc on voit que là, on a des chiffres même de fréquentation plus grandes que les stades de foot. Donc voilà, c'est Alléluia. Oui, on a envie de dire Alléluia, mais vous avez parlé des catéchumènes, on pourrait parler du nombre de confirmants adultes qui a été multiplié par 2 au niveau national entre 2022 et 2024. Bon, je ne vais pas aligner les chiffres. Voilà, simplement pour dire que là, il se passe quelque chose dans la vie de notre société. La foi n'est pas morte. Les personnes sont en attente d'une réponse religieuse à leurs questions personnelles. À la fois, le défi pour les institutions religieuses, c'est d'y répondre, sachant que d'autres réponses existent. Il y a la pluralité des offres religieuses. Il y a aussi la montée de la non-affiliation à une religion, c'est-à-dire que ce même lundi de Pentecôte, on a le Pew Research Center qui a publié une étude mondiale qui montre que le nombre de personnes qui sont sans affiliation religieuse continue à s'élever dans la population mondiale. On arrive à presque 2 milliards. On a 1,9 milliard de personnes sans affiliation, 2 milliards de musulmans, 2 milliards 3 de chrétiens. Donc ça nous donne ces 3 chiffres, un peu la proportion et l'enjeu et peut-être l'ambition missionnaire que doivent avoir nos églises. Constantin de Vergennes. Oui, la Pentecôte rappelle que finalement tout est une question de mission. Quand on regarde les chiffres, on peut être un peu désespéré de se dire oh là là, mais la France qui autrefois était chrétienne, catholique à 100%, que c'est aujourd'hui, il n'y a plus que quelques pourcents de messalisants. C'est vrai qu'il faut rappeler que à la Pentecôte, lorsque le souffle de l'esprit et que les langues de feu descendent sur les apôtres, ils y vont à quelques-uns, ils y vont à 12 et ils évangélisent le monde. Donc ça permet aussi de prendre un peu de hauteur et de permettre de ne pas trop s'enfermer dans un raisonnement anxiogène et au contraire se réjouir des chiffres qu'a rappelé le Père Alibert, des bons chiffres et peut-être du frémissement qu'il y a, qui sera sans doute encouragé en plus de ça par Léon XIV qui dans son message aux évêques français a parlé de ces 3 saints français, le curé d'Ars, Saint-Thérèse de Lisieux et
Saint-Jean-Eudes, en appelant un nouvel élan missionnaire. Donc non seulement tous les chrétiens sont appelés de base à être missionnaires, mais en plus de ça, voilà, le tout nouveau pape vient de donner un peu un coup de tampon sur la France en disant France, terre de mission, allez-y. Donc ça, à mon avis, c'est la grande leçon à retenir de cette Pentecôte 2025. Qu'est-ce qu'il y a à interpréter dans l'élan missionnaire, honnêtement? Qui veut sortir de son quartier pour aller vivre dans des endroits où il n'envisagerait pas de vivre, pour aller évangéliser? Est-ce qu'on n'est pas tous dans une sorte de vase clos finalement, et on se gargarise d'un élan missionnaire qu'on réserve aux autres, non, Père Arnaud Alibert? Nous avons fait une enquête sur l'existence, le développement des écoles missionnaires en France. Donc ce sont alors, le mot école est un petit peu surfait. Il s'agit de propositions, de formations organisées sous forme de parcours avec des rendez-vous réguliers, ou alors pour les plus jeunes, des formes de colocation chrétienne qui allie formation, engagement sur la parole dans un mouvement, et puis poursuite des études, ou alors développement de compétences de type technique sur la communication, etc. Donc on voit qu'il y a en fait, alors là je parle de l'Église catholique, mais je pense que dans les églises évangéliques c'est le même souci, l'idée que on peut dans notre société utiliser les instruments que nous donne la culture ambiante au service de l'annonce de Jésus-Christ, et d'être présent sur les nouveaux lieux de rendez-vous des personnes, c'est-à-dire les réseaux sociaux, on y revient, pour pas qu'il y ait que de la violence, mais qu'il y ait aussi des bonnes nouvelles. Voilà. Et puis les rencontres, même dans la rue, les rencontres avec les collègues. On fait référence dans l'article qu'on consacre aux confirmations de Toulouse, à cette dame de 63 ans qui reçoit la confirmation et qui dit, mais en fait, moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler, j'ai envie de dire que j'ai la foi. Sans agressivité, mais je l'ai caché parce que je pensais qu'on ne pouvait pas le dire. Maintenant, je sais qu'on peut le dire, et ben je le dis. Ça, je pense que c'est, si vous voulez, ce qu'il y a 10 ans, cette attitude, il y a 10 ans, on l'a présenté comme une audace de la personne. Aujourd'hui, je pense que cette audace-là est en train de devenir assez naturelle. Donc, ça donne un autre regard sur la mission elle-même. Constantin. Il me semble aussi que la simple réaffirmation, pour prendre un gros mot, la simple réaffirmation identitaire de la foi catholique, je dis bien de la foi catholique, hein, c'est-à-dire la foi vécue humblement dans sa vie, dans la vie quotidienne, et en soi missionnaire. Quand nous avions réalisé une enquête sur les nouveaux catéchumènes pour France catholique, la grande majorité des catéchumènes m'avaient confié qu'ils avaient poussé la porte du catéchuménat parce que ils avaient une soif spirituelle, ils passaient devant une église, ils rentraient, ils se sentaient bien, ils se sont dit tiens, je vais aller voir cette communauté, et ils voient des personnes souriantes qui vivent leur foi normalement, et ça leur donne envie. Donc rien que le fait d'être souriant et de vivre sa foi normalement, avec joie, est missionnaire. Et en plus ça, une phrase m'avait beaucoup marqué, qui était du curé de Garges-les-Gonesse, qui aussi compte beaucoup de nouveaux baptisés, me disaient il faut vraiment avoir en tête que les nouveaux baptisés, c'est exactement comme le moteur d'un bateau, plutôt la trace qui est laissée par un bateau dans la mer. C'est-à-dire qu'il y a l'hélice qui tourne, donc il y a de l'eau qui est remuée, et en fait, quand le bateau est parti, ça laisse des traces. Il y a plein de personnes qui vont se greffer sur les nouveaux, qui vont se greffer sur les nouveaux catéchumènes. Et en fait, ce qui est très beau, c'est que les baptisés appellent les baptisés, puisque les baptisés interpellent leur famille. Et parfois, ça suscite du rejet, mais ça suscite aussi des interrogations. Et le simple fait, donc si on retrace avec le simple fait d'être joyeux dans sa foi, peut pousser des personnes à demander le baptême, et ces personnes qui demandent le baptême peuvent susciter l'idée chez d'autres personnes. Et donc c'est aussi comme ça que la mission se propage. Eh bien, une belle image maritime, océanique pour conclure notre débat du jour. Merci beaucoup à tous les deux. Constantin de Vergennes, journaliste à France Catholique, et le Père Arnaud Alibert, rédacteur en chef à La Croix. Juste un mot, la une de France Catholique cette semaine. Rechristianiser la France à la suite de l'appel du pape Léon XIV. Et la une de La Croix, Père Alibert. Ce matin, c'est sur Trump et la question de l'illibéralisme de sa politique. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt pour un prochain débat du jour entre 9h et 10h. À suivre les infos de 10h avec Antoine Galen et bien sûr, comme chaque matin, Melchior Gormand.